maire de Tia-Salé depuis 2018, réélu en décembre dernier. Depuis 2021 aussi, je suis député au Parlement du Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale, parce que le Parlement, c'est les deux chambres. Et depuis maintenant un mois, je suis le président de Aujourd'hui et Demain la Côte d'Ivoire, un mouvement politique que nous avons créé à Yamoussoukro et qui est basé à Yamoussoukro. Alors, il m'a été demandé de faire un exposé inaugural, une conférence inaugurale sur quelques notions qui m'ont été envoyées. Il s'agit de la notion de démocratie, de la notion d'engagement citoyen et de la notion de bonne gouvernance. Je sais que plus ou moins vous en avez entendu parler de la démocratie, de bonne gouvernance aussi, et aussi d'engagement citoyen. Donc, il s'agit pour moi d'essayer, non pas d'exposer sur chaque notion, mais d'échanger avec vous sur ce que vous entendez par ces choses-là. Si vous êtes là, je suppose que certains parmi vous ont des rêves de servir leur communauté et de faire en sorte que d'autres pays avancent sur le plan démocratique, sur le plan de la gouvernance, pour que le bien commun qu'est la nation profite à chacun de nous. Je regarde votre visage. Je peux me tromper, mais je pense que la moyenne d'âge, c'est autour de 25-30 ans. Ça veut dire que le temps que vous avez à vivre devant vous est plus long que ce que vous avez déjà vécu. Mais quand on a 40 ans, 45 ans, au-delà, le temps qu'on a à vivre en bonne santé est moins long que celui qu'on a déjà gaspillé. C'est pour ça qu'on dit que la jeunesse est l'avenir d'un pays. Mais comment la jeunesse peut être l'avenir d'un pays si cette jeunesse n'est pas formée, si elle n'est pas outillée, si sa contribution à l'essor des valeurs démocratiques est nulle? J'étais récemment à Koumassi à l'invitation du Conseil national des droits de l'homme pour former les jeunes de l'URD, c'est le parti de Mme Danielle Bounou-Claverie, et puis des jeunes du MGC, le parti de Mme Simone Gbagbo. Et puis pendant la conférence, je me suis rendu compte que les jeunes qui étaient des leaders dans ces partis politiques-là ne connaissaient pas les tendances idéologiques de leur parti. C'est-à-dire que certains employaient la notion de « nous sommes de la gauche », mais sans savoir les valeurs qui encadrent la gauche. Nous sommes de droite, sans savoir les valeurs qui encadrent la notion de droite. Nous sommes du centre, ainsi de suite. Alors j'ai demandé, mais dans les partis où vous êtes là, quel est le rôle que vous jouez en réalité? Quelle est votre contribution à l'enracinement de la démocratie dans le pays et dans vos partis? Bon, ils ont eu du mal un peu à expliquer ce qu'ils font dans les partis, puisque généralement leur rôle c'est de préparer l'arrivée du leader. Il va y avoir une cérémonie, comment trouver la salle, comment mobiliser les jeunes, si c'est à l'intérieur du pays, comment mettre les bâches et tout ça. Et j'ai demandé, mais lorsque les élections arrivent, par exemple les municipales ou les législatives ou les régionales, quelle est votre contribution dans la sélection des candidats de vos partis? Zéro. Ils ne participent à aucun niveau au choix des candidats qui doivent porter les couleurs de leur parti. Alors, comment est-ce que la jeunesse des partis politiques peut donc contribuer à l'évolution de la démocratie dans un pays? Quel peut être son rôle dans la compréhension des valeurs démocratiques? Vous savez que
la loi sur les partis politiques dit que l'État de Côte d'Ivoire consacre 1/1000 de son budget aux partis qui sont représentés au Parlement ou qui ont un nombre d'élus au municipal. 1/1000 du budget de la Côte d'Ivoire, ça fait 13 milliards. Quand on prend le Parlement ivoirien, les partis qui y sont représentés, en tout cas à l'Assemblée nationale, c'est le PPAC, le PDCI et puis le RADP. Donc on a 3 groupes parlementaires qui sont au Parlement de Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc ces 3 partis-là bénéficient du financement sur les partis politiques. 1/1000 du budget, 13 milliards, donc les 13 milliards sont repartis au prorata du nombre de représentants au Parlement et dans les municipalités à ces 3 partis-là. Donc certains partis peuvent s'en tirer avec 3 milliards, d'autres avec peut-être 4 milliards, d'autres encore avec peut-être 6 milliards, comme le RADP qui a la majorité écrasante des élus à la fois municipaux et à l'Assemblée. Et cet argent-là, la condition qui est derrière, c'est que les partis doivent l'utiliser pour faire en sorte que la démocratie vive. Donc, ils doivent contribuer à l'essor de la démocratie avec cet argent. Donc, former les jeunes de leur parti, les former à l'esprit démocratique, les former à accepter les résultats d'une élection, les former à faire en sorte que le fonctionnement des institutions soit compris. Le constat est que ce n'est pas toujours le cas et que nos partis, d'ailleurs cet argent, ils doivent le justifier à la fin de chaque exercice budgétaire en déposant un rapport auprès de la haute autorité de la bonne gouvernance. Mais vous pouvez vérifier, ce n'est pas fait. Alors, lorsqu'on voit le comportement des jeunes à l'occasion des élections, on se rend compte que beaucoup n'ont pas de formation et qu'ils ne comprennent pas les enjeux. C'est pour ça que nous disons que pour, par exemple, 2025, les jeunes doivent aller donner non pas leur vie, mais leur bulletin de vote. Donc, l'élection est un contrat social où quelqu'un vient vous faire une offre politique. Il dit, si vous me lisez, si vous me votez, je ferai en sorte que vos vies changent, que vous soyez en sécurité, que vous ayez du travail, que vous ayez un logement où habiter, que vous puissiez vous soigner quand vous êtes malade, que vous ayez les moyens de soigner, de mettre vos enfants à l'école, de les éduquer pour que demain ils puissent prendre la relève. C'est une offre qu'ils font à un public, à un peuple qui est en face d'eux, à un collège électoral. Et ce collège électoral-là va analyser l'offre et par la suite va l'accepter ou pas. Si l'offre est acceptée, le proposant, c'est-à-dire que le co-contractant, celui qui a fait l'offre, est élu, puisque vous votez. Donc en votant, vous remplissez votre part du contrat. C'est ce qu'on appelle un contrat en droit synalagmatique. Un contrat dans lequel les deux parties ont des obligations réciproques. Il a fait une offre, vous l'avez acceptée, vous avez voté. Quand c'est fini, votre part du contrat est remplie. Le reste, c'est à lui de remplir sa part du contrat, en faisant en sorte que ce qu'il a promis soit réalisé. Ouais, je ne vais pas vous embarrasser avec des notions que vous pourrez retrouver sur Google, partout, vous pourrez retrouver ça. Mais je veux que vous plongiez dans la vie, que vous compreniez comment ça se passe sur le terrain. Parce que l'acteur qui est devant vous est un acteur du terrain. En 2016, lorsque je me suis présenté aux législatives, en 2016, c'était ma première tentative à une élection. Je ne connaissais pas le terrain. Je suis arrivé, j'avais en face de moi le
le PDCI, j'avais en face de moi le RADP, enfin les deux avaient formé, enfin, le RDP et puis le PDCI avaient été en bloc, et puis il y avait d'autres partis moins connus sur le terrain. Et puis avec ma naïveté de nouveaux débutants, nous sommes allés sur le terrain pour aller expliquer aux parents à quoi sert un député. Il faut dire qu'en me présentant, parce que ce que je vais faire avec vous, c'est un partage d'expérience, que vous comprenez un peu ce qui est derrière la notion de démocratie, de bonne gouvernance et d'engagement citoyen. J'ai fait mon équipe de campagne avec des jeunes gens. Nous sommes allés sur le terrain, on n'avait pas beaucoup de moyens. On faisait campagne à moto, à vélo, parfois même à pied. Mais en allant me présenter aux législatives, mon objectif était d'aller au Parlement pour que la casquette de député soit une deuxième corde à mon arc de journaliste. Parce que en sortant de prison en 2008, après avoir passé 12 mois à la MACA, je ne savais pas un tiers, je n'ai pas volé pour aller là-bas. Je n'ai pas tué, je sais pas. J'avais fait une publication, j'étais à Mimose ici, j'étais à la faculté de droit, mais je vivais à Mimose à cette époque-là, en 2007. J'avais fait une publication qui dénonçait un peu la corruption dans les concours administratifs. J'avais fait une lettre au président Gbagbo Laurent pour lui dire qu'en 92, il était dans mon village où il avait promis que les enfants des pauvres et les enfants des riches, si lui devenait président, auraient les mêmes chances de réussir dans les concours. En 92, je devais être en classe de 4e ou 5e, je pense. Et puis, quand j'ai fini ma maîtrise en droit, c'est le président Gbagbo qui est au pouvoir en 2007. Et donc, je tente de rentrer à l'ENA par voie de concours. Il y avait autour de 900 candidats, il y avait 15 places. Déjà, même à Mémo ici, les gars m'ont dit, tu rêves quoi. Un enfant du village, tu vas devenir magistrat dans ce pays-là. Il faut trouver l'argent. Et j'ai été confronté sur le terrain à ce que Adiafi appelait être dans les taux entre ses rêves et la réalité historique. Je voulais devenir magistrat parce que je ne supporte pas l'injustice. Mais la réalité historique est telle que ce rêve-là est très éloigné de ce que je pouvais faire. Et j'ai été confronté personnellement à la corruption, où on m'a demandé de payer 3 millions. Je vivais à Yopougon CIE. Je n'avais même pas le transport pour venir à Cocody pour faire les cours de renforcement. Et voilà qu'on me demande de payer 3 millions. Évidemment, ça a été un choc pour moi. Et je me suis dit, mais si c'est comme ça, c'est qu'on ne réussira pas. Est-ce que le président Gbagbo est au courant que ça se passe comme ça actuellement? Donc je vais lui écrire une lettre pour lui rappeler que ce qu'il m'a dit en 92 dans mon village. Donc j'ai fait une lettre qui est sortie dans les journaux et tout ça, où il dénonce un peu la corruption. Et puis après, on a mis en place ce qu'on appelle l'association des jeunes diplômés ivoiriens chômeurs. Oui, on était une quarantaine. On dit beaucoup, tous sont presque réussis. Il y en a qui sont aux impôts, il y en a qui sont devenus sous-préfets. C'est pas ceux qui sont en prison. Voilà. Parce que dans le groupe, c'est moi qui avais une très belle plume. Et donc, c'est à moi qu'on a demandé d'écrire. Donc, quand on fait les réunions, on dit, bon, toi, il faut écrire. Et puis, bon, moi, j'écrivais. Et ça bouleversait un peu les choses. Et ça énervait les gens au sommet de l'État. Et puis, un jour, j'ai fait une publication sur un pays imaginaire que j'ai appelé la côte des mastodontes, dans lequel la corruption avait tellement enraciné ses racines dans le cœur de la République, à tel point que Dieu lui-même était descendu sur terre pour se rendre compte de ce qui s'est passé dans ce pays-là. Et dans l'article, j'ai dit que Dieu est parti en prison pour aller voir comment est-ce qu'on mettait ses enfants en prison. Et puis bon, j'ai fait un classement de personnes que je considérais comme les plus corrompus dans ce pays imaginaire-là. Et l'article est paru. C'était une fiction en fait. Mais le procureur à l'époque a estimé que l'article que j'avais écrit
le pays dont je parlais ressemblait trop à la Côte d'Ivoire. Et donc j'ai été arrêté le 27 décembre 2007, jugé le 2 janvier 2008 et condamné à 12 mois de prison le 4 janvier 2008. Donc on se retrouve en prison. Tu es devenu magistrat, on t'envoie maintenant en prison maintenant. Tu vas aller faire ton expérience de la magistrature en prison. Et c'est en prison que j'ai découvert comment le pays fonctionne. Comment notre pays est structuré sur la base de dysfonctionnements graves du système judiciaire. Comment notre pays est assis fondamentalement sur l'injustice et les agissements des puissants. Donc ça m'a laissé le temps de réfléchir en prison. Quand on est en prison, on a beaucoup de temps pour réfléchir. Très souvent, on croise Dieu là-bas. Et c'est en prison que j'ai conçu l'idée de construire un journal pour dénoncer la corruption dans le pays. Puisque avec le casier judiciaire qu'on m'avait offert, je ne pouvais plus passer de concours en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc en sortant des prisons, c'est direct à la Maca. Pardon, direct au village. Puisque le casier judiciaire touchait plus de concours pour moi. Et donc, c'est cette expérience carcérale-là qui, en quelque sorte, a forgé mes convictions ou les a renforcées dans le milieu carcéral. Donc, quand je sors que j'écris mon livre sur la prison et que je suis recruté par le Nouveau Réveil comme journaliste, je me mets tout de suite à continuer à écrire. Parce qu'en prison, je continue à écrire, puisqu'on vous a déjà mis dedans. Vous étiez dehors, vous avez écrit, on vous a envoyé là-bas. Maintenant, il peut vous envoyer où encore si ce n'est pas dans la prison où vous vous trouvez déjà. Donc de la prison, on écrivait. Et donc après, on a couru l'éléphant déchaîné pour dénoncer la corruption et les détournements de fonds. Donc on a fait de grandes enquêtes où parfois on a risqué notre vie. Vous vous souviendrez de cette affaire de vertu du nom des douaniers en Côte d'Ivoire, où les grandes personnalités du pays ne payent pas d'impôts. Vous êtes petit fonctionnaire, ou bien vous avez une activité libérale, vous voulez acheter une voiture, vous pouvez l'acheter à 3 millions à l'extérieur, mais à Abidjan ici, les impôts et consorts vont faire en sorte que ça passe à 10 millions. Et vous serez obligé de payer ça avant d'avoir votre voiture. Mais ce qu'on appelle les gourous, eux, ils font rentrer les voitures sans payer. Et on a fait l'enquête. La perte pour l'État sur 6 ans était 400 milliards. Oui. Quand vous achetez une voiture qui coûte 100 millions, les impôts que vous devez payer sont autour de 70 millions. Mais la voiture rentre, les gens ne payent pas. Et c'est nous qui avons fait l'enquête. Où le cerveau de cette fraude-là, un fonctionnaire, nous avait proposé, alors qu'on était au bouclage, la somme de 40 millions. Pour qu'on enlève son nom d'une liste qu'on devait publier. 40 millions, enlève mon nom. Je vous retourne la chose. Hein. Comment vous réagirez? C'est pas évident, hein? Et l'article est paru. On n'a pas enlevé son nom. L'article est paru. Il a été arrêté le lendemain. Il y était 22 personnes qui sont là en prison. Mais les 22 personnes sont ressorties après, sans jugement. Si vous voulez être bien traité en prison, volez beaucoup. Si vous voulez 10 millions, vous allez mourir là-bas. C'est rien ça. Mais si vous dépassez le milliard déjà, on vous prend au sérieux. C'est 400 milliards en jeu. Ils sont sortis. Une autre fois, et là le SG de ADCI peut en témoigner, j'étais avec lui. Une entreprise avait fait une fraude fiscale pendant près de 20 ans et devait pratiquement 200 milliards aux caisses de l'État.
On a enquêté, on les a épinglés. Et puis le lundi, la veille de la publication du dossier, ils sont venus nous voir au bureau. Avec leur DAF. Ils font de l'exploitation de plein de produits. Mais ils avaient une double comptabilité. Avec la complicité des impôts et la complicité de la douane. Et puis ils sont venus, ils ont dit, bon, écoutez, M. Saleh, on reconnaît que ce que vous avez découvert est vrai. C'est vrai, c'est 200 milliards qu'on a cachés à l'État de Côte d'Ivoire. Mais nous voulons que l'affaire ne paraisse pas et qu'on s'arrange entre nous. On a dit, mais c'est quoi l'arrangement? On dit non, que nous, on est prêt à vous donner 1 milliard. Là, en bas, dans la voiture, parce qu'on était à l'étage, le bureau de l'éléphant chéni, c'est une maison R+1. Là, en bas, il y a 500 millions dans le coffre. Si demain, on sort le matin, qu'on ne voit pas la une de votre journal, l'affaire, on passe et vous remettre les 500 millions. J'étais avec Roger, je connais cette histoire. J'étais avec Roger une mois. J'ai dit, bon, on va aller regarder d'abord. Et puis nous sommes partis. Effectivement, dans le coffre, il y avait plein de sacs remplis de billets. Ils ont dit c'est 500 millions. J'ai dit, bon, on a compris, on va monter. Donc on repart au bureau. Et ils disent, bon, tout ce que nous vous demandons, c'est que l'article ne paraisse pas demain. Bon, j'ai dit, bon, écoutez, j'ai compris. Mais ce que je peux vous demander, c'est d'aller directement aux impôts. Allez-vous déclarer comme des fraudeurs fiscaux et demander la clémence de l'État de Côte d'Ivoire. On ne prendra pas votre milliard, l'article va paraître. L'article est paru le lendemain. Le paradoxe, c'est que quand ils sont partis et qu'on a fini de faire le journal, dans ma voiture, il n'y avait pas de carburant. Et donc, c'est la voiture de Roger qu'on a prise. Lui aussi, il n'avait pas de carburant. Donc, il restait à peine 2000 francs dans notre poche pour trouver du carburant et rentrer à la maison. Mais on n'a pas pris l'argent. Et l'article est paru. Ils ont payé 40 milliards. Puisqu'on l'a vérifié après. Ces deux faits-là, pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que, tout à l'heure on va parler d'engagement citoyen. Mais c'est de ça qu'il s'agit, l'engagement citoyen. 1 milliard, juste pour enlever un article de presse. 40 millions, juste pour enlever un nom. Et puis vous refusez ça. Alors que vous savez qu'au sommet, ils ne refusent pas. Et ils prennent. Combien parmi nous ici ce matin sont prêts à renoncer à 1 milliard pour leur conviction? Surtout que ce n'est pas de l'argent que tu voles. On vient te donner. Pour que tu renonces à quelque chose qui appartient au pays. Mais est-ce que le pays même pense à toi? Voilà la question. Mais ça, on l'a fait. Et puis on a continué à écrire. Et c'est parce que ce que nous écrivions ne produisait pas l'effet escompté. Et que parfois les gens vous appellent pour vous dire ça n'ira nulle part. Comme l'histoire des impôts en 2019-18, où on a fait l'enquête, où on a découvert que les gens avaient pompé 400 milliards. Où il y a un agent des impôts, quelque part à Cocody ici, qui partait à la maison chaque soir avec 25 millions. Il partait dans le réseau et lui rentrait au moins avec 9 millions chaque soir. Ça a duré 9 ans. Ce gars-là, on l'a épinglé. On allait le rencontrer. Il a 82 immeubles à Abidjan.
Il nous a menacé de mort. L'article est paru. Au moment où je vous parle, il est encore aux impôts. Donc, comment on fait pour que ce que nous décrivons dans le journal puisse produire l'effet escompté au Parlement? Vous voyez, en France, Mediapart ou le Canard enchaîné, ils sortent un article le matin à 8h, à 13h, il y a une enquête qui est ouverte. C'est ça un pays dans lequel la gouvernance est respectée. Mais ici, le gars, il t'appelle au téléphone pour te dire que ça n'ira nulle part. Et puis, ça va nulle part. Donc, j'ai parlé de la douane. C'est 400 milliards. Impôts, c'est 400 milliards. Ça fait 800 milliards. L'autre côté, 200 milliards détournés, 40 milliards payés. On est déjà à 1000 milliards. Ça, c'est seulement dans 3 entités. Maintenant, essayez d'étendre ça sur 10 entités à travers le pays. Récemment, le ministre Zorobi Balo, quand il était ministre de la bonne gouvernance, il a fait une enquête et ça a révélé qu'en Côte d'Ivoire, la corruption nous coûte chaque année 1200 milliards. Chaque année. Donc, pour pouvoir aller en parler au Parlement, il a dit qu'il faut que je sois député. Et donc, voilà comment je descends sur le terrain pour être candidat aux législatives. On a fait une campagne, on allait dire, assez intéressante. Et puis, on a perdu l'élection de 16 voix. 16 voix. Et puis après, on a dit, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait 16 voix d'écart seulement entre nous? Et puis on a audité notre résultat. Et puis on a vu que dans un village, on n'avait eu que 8 voix. Alors qu'il y avait 700 voix possibles. Donc on a dit, mais pourquoi les gens n'ont pas voté pour nous? On va aller comprendre pourquoi. Et on prend nos engins et on retourne dans ce village-là. Et on échange avec le problème des jeunes, avec les femmes, avec les notables du chef. Et puis au fil des échanges, nous réalisons que les gens n'ont pas voté parce qu'ils n'ont pas eu de t-shirt. Oui. Et c'est là que je me suis rappelé que, effectivement, ce jour-là où on est arrivé dans leur village, la nuit, où ils nous ont attendus de 16h pratiquement à 20h, nous sommes arrivés, il nous restait 2 t-shirts. 2 dans la voiture. Que j'ai remis à mes 2 représentants dans ce village-là. C'était l'acte qu'il ne fallait pas poser. Les gens n'ont pas apprécié ce geste. Donc, à cause des t-shirts qu'ils n'ont pas reçus, ils n'ont pas voté pour nous. Vous voyez les valeurs sur lesquelles notre peuple vote. T-shirt. Si ce jour-là, on avait 50 t-shirts dans la voiture, on aurait gagné l'élection. Il nous manquait 16 voix. Donc, les gens votent par rapport au t-shirt. Les gens votent par rapport à 1000 francs. Ou 2000. Donc, pour 2000, ici, il y a un contrat sur 5 ans. Comment la démocratie peut être une réalité dans un pays où les gens votent sur la base des t-shirts? Donc, tout le discours qu'on avait fait ce jour-là dans ce village, leurs oreilles étaient bouchées. Parce que le plus important, c'est le t-shirt. Ça nous a tellement marqué qu'on a dit, on va reconstruire le discours politique dans cette ville-là. Donc on met en place une dynamique pour qu'on retourne campement par campement pour aller interroger les gens. Voilà comment on met en place la fondation Salé Timoko et qu'on prend des bénévoles pour aller sur le terrain. Vous allez voir, je vais revenir sur le thème, vous allez comprendre la nuance. Et puis on va dans les villages, on demande aux gens, mais pour vous, c'est quoi un bulletin de vote? Il ne sait pas. Lui, il prend, il met dedans. Il sort, il a son t-shirt. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas.
Le gars vient lui dire, je suis candidat aux législatives, si vous me votez, je vais réaliser le château du village. Mais comme il ne sait pas à quoi c'est un député, donc il vote sur cette incompréhension-là. Donc petit à petit, on a commencé à parler aux gens. À leur expliquer à quoi c'est un député, à quoi c'est un maire, à quoi c'est un président du conseil régional. Parce que vous ne pouvez pas changer les choses si vous ne commencez pas par construire ce qu'on appelle la masse critique. Ce n'est pas possible. Si vous arrivez à atteindre la masse critique dans une société, votre société ne sera plus jamais la même. C'est-à-dire que vous avez une quantité de personnes qui portent des valeurs, qui comprennent les enjeux, qui est plus nombreuse que ceux qui ne comprennent pas. C'est eux qui font la différence en fait. Donc, on passe pratiquement 2 ans à faire ce travail-là d'abord, préalable, les consciences, sur le terrain. Pendant que nos adversaires qui ont gagné ont disparu du terrain. Nous, on reste sur le terrain. C'est pour vous dire que, parce que parmi vous, il y en a qui ont des vocations. Hein. Candidats à Port-Boué, d'autres ont été candidats dans d'autres villes. Ils ont échoué. Mais comment ils font pour reconstruire la victoire de demain? Donc ce travail de 2 ans, on l'a fait sur le terrain. Et ça nous a permis de gagner en 2018 au municipal. Où nous avons gagné le candidat sortant, qui était le candidat du parti au pouvoir. Où nous avons affronté 7 membres du gouvernement sur le terrain. Avec la même méthode d'il y a 40 ans. L'argent, promesse de goudron, promesse d'électricité. Nous sommes le candidat du président. Si vous votez pour nos candidats, vous allez avoir le bitume. Ça veut dire que si vous ne votez pas pour nous, vous n'aurez pas le bitume. Mais ça, ce discours ne peut prospérer que devant un peuple qui n'est pas instruit. Parce que si le peuple est instruit et qu'il sait que l'argent dont il parle là, c'est son argent, il ne peut pas lui conditionner son vote au bitume. Mais comme on a fait un travail préalable dans les consciences, eh bien, ça n'a pas prospéré. Ils ont perdu l'élection. Ça a été un choc pour eux. 3 ans plus tard, nous sommes allés aux législatives et nous avons gagné encore. Avec les mêmes adversaires et les mêmes pratiques. Et puis ils se sont dit en 2023, cette fois-ci-là, on va aller plus fort. Il faut qu'on le fasse tomber. Mais n'oubliez pas la masse critique. Quand mon cher ami Israël et son équipe organisent ces formations, c'est pour que vous compreniez là où vous voulez partir. Quels sont les enjeux et quelles sont les dynamiques à créer pour pouvoir prospérer. En 2023, vous avez suivi, sans doute sur les réseaux sociaux, les élections en Thiès-Salé, où nous avons gagné en utilisant nos petites économies pour faire campagne. Là où nous avons dépensé autour de 35 millions, nos adversaires ont dépensé 1 milliard. Mais ils ont perdu l'élection. Et puis ils ont dit, on a perdu, mais nous on est au pouvoir. Donc on va aller gagner sous tapis vert. Et ils ont fait annuler l'élection. Assurer qu'en tant qu'indépendant, je n'aurai plus les moyens de faire campagne, puisqu'il n'y a pas l'argent. Donc ils ont annulé. Et puis ça produit l'effet contraire. Ça a été vécu comme une injustice par la population. Donc ça a redoublé leur motivation. Et pour la première fois en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont mobilisés pour cotiser pour un candidat. Vous avez dû suivre ça. Ça n'est jamais arrivé dans ce pays. Ça veut dire quoi, cette leçon-là, nous l'avons retenue? Ça veut dire que lorsque vous faites la politique de façon sincère, et que le peuple est conscient ou a compris que le combat que vous menez, c'est pour son bien,
Il adhère. Moi, je n'y croyais pas quand on a lancé cette cagnotte. Mais en 2 semaines, les gens ont cotisé 16 millions. 16 millions. Et avec 16 millions, nous avons battu les gens qui ont dépensé 2 milliards. D'ailleurs, à Tessalé, il y a une chanson aujourd'hui, les enfants chantent. 1000 francs gagnés, 2 milliards perdus. Mais le cas de Tia Salé est une leçon démocratique. Ça veut dire que lorsqu'un peuple a compris les enjeux et qu'il sait pourquoi il vote, vous ne pouvez plus le manipuler. Aujourd'hui, je suis content parce que cette élection a permis à ma ville d'avoir ce qu'elle n'a pas reçu pendant 50 ans. Ils ont construit des centres de santé en moins de 3 mois. Ils ont donné de l'eau. Ils ont construit des collèges. Tessalé n'a pas eu de collège pendant 60 ans, un seul collège. En 2 ans, ils ont construit 5 collèges. Parce qu'il fallait qu'ils gagnent les élections par ces appâts-là. Les femmes de la ville n'ont jamais eu autant de pain que dans cette période-là. Des conteneurs entiers de pain qu'on distribue comme ça, par foyer. Vous voyez, c'est cette pratique antidémocratique-là qui fait que le pays n'avance pas. Puisque ça fait que vous envoyez des gens qui n'ont pas de valeur au sommet. Par cette façon de faire. Une élection est une sélection des meilleurs pour aller diriger. Mais si par le système, les plus médiocres réussissent, vous abîmez le développement du pays. Voilà le décor que je voulais planter pour que vous compreniez l'exercice que nous allons faire. Il me reste une trentaine de minutes. Démocratie, bonne gouvernance et engagement citoyen. Mais l'engagement, je viens de vous le démontrer. La démocratie, vous la connaissez, c'est un système qui permet au peuple d'être le seul décideur dans le choix des dirigeants, dans la gouvernance, dans le fonctionnement de l'institution. C'est le peuple qui agit à travers des représentants qu'il sélectionne. Tout à l'heure, le docteur Agoubli va vous envoyer dans la Grèce antique et vous allez voir les nuances de ce que faisaient nos parents, nos aïeux, enfin les anciens philosophes dans le monde grec. Ce que moi je vais vous dire, et c'est à ce niveau-là seulement que je reviens à notre thématique, la gouvernance, pardon, la démocratie, ce n'est pas simplement les élections. C'est un élément de la démocratie. Mais c'est tout le processus de construction du citoyen qui permet d'arriver à la démocratie. Une société ne vaut que par la valeur et la qualité de ses citoyens. Parmi vous ici, certains sont peut-être dans des partis politiques, d'autres dans des organisations de la société civile, d'autres dans d'autres organisations. Et vous parlez de démocratie. À quoi donc cela renvoie? Quels sont les principes de base? Puisque vous voulez devenir député demain, magistrat, pardon, pas magistrat, c'est un rêve déjà abandonné. Comment on appelle ça? Député, maire, président du conseil régional, et pourquoi pas demain même président de la République? C'est un mot qu'il faut prononcer doucement. Parce que si vous le prononcez trop fort, ça peut inquiéter des gens. Comme si la fonction de président de la République appartenait à une catégorie d'individus.
Alors, les principes de base, il y a la souveraineté du peuple. C'est le premier principe de base de la démocratie. Souveraineté du peuple, c'est quoi? C'est que tout revient au peuple en termes de décision. Ça, c'est le premier principe. Donc, quand on parle de démocratie, vous n'avez même pas besoin de définir. À partir des principes, vous pouvez comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel le peuple est au cœur de tout. C'est lui qui décide. Ensuite, vous avez les élections, qui est le deuxième principe. Mais quel type d'élection? Des élections libres et équitables, dans laquelle, par des mécanismes réglementaires, les candidats sont évalués en quelque sorte sous les mêmes principes. Le financement de la campagne est réglementé. Comment pour une élection municipale, on peut dépenser 2 milliards? Alors que le budget de la mairie qu'on veut diriger pendant 5 ans, ça ne vaut pas 2 milliards. C'est quoi l'objectif? Et d'où sortent ces 2 milliards? Vous regardez l'adversaire, c'est un fonctionnaire. Il est à la fonction publique. Il y a une cérémonie dans une église. Moi, le maire de la ville, je suis invité à la cérémonie. C'est une fête de charité. Et puis le maire est invité en tant que premier magistrat de la commune à y assister. Et puis au nom de la mairie, le maire fait un don de 1 million. Mais ça, c'est au budget de la mairie. C'est inscrit au budget, c'est validé. Donc le maire fait un don de 1 million. On est à 6 mois des élections. Et puis mon adversaire, lui, il arrive, il fait un don de 50 millions. Il multiplie par 50. Comme pour dire le maire n'a rien. Voilà. Moi, je donne 50 millions, donc c'est moi que vous devez voter. Mais ça n'interpelle personne. Qu'un fonctionnaire puisse faire ça. Il n'a pas de société. Il n'a pas d'industrie. Il n'a rien. Il n'est que fonctionnaire. D'où l'argent peut sortir. Donc, élection libre et équitable, c'est ça. Plafonnement des financements. Vous voyez qu'en France, on poursuit encore Sarkozy pour le financement de sa campagne. Même les anciens premiers ministres sont poursuivis. Même Marine Le Pen, il n'y a même pas encore 3 jours, on la poursuit pour le financement de sa campagne. Il faut que ce soit plafonné et réglementé. Pour que les candidats soient au même niveau. Tu es à moto, ils ont un quota de 50 voitures. Et vous regardez, dedans, il y a des plaques jaunes. Et ça n'émeut pas un citoyen. Ensuite, liberté civile et politique. Troisième principe de base. Donc vous avez la liberté d'expression, la liberté de la presse, par exemple. C'est ça la liberté publique et politique. Liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de demander des comptes aux gouvernants. Ce sont les principes de la démocratie. Donc vous pouvez critiquer tout acteur public qui gère vos ressources. Vous avez le droit de demander des comptes. De lui demander d'expliquer pourquoi tel projet n'a pas marché. Il n'y a que dans une démocratie que cela est possible. Alors, ce sont donc des principes essentiels qui gouvernent la démocratie. Vous êtes venu ici ce matin en toute liberté. Vous allez repartir tout à l'heure
en toute liberté. Sur les réseaux sociaux, parfois vous vous lâchez un peu, même si la PLCC vous visite. Ce sont des restrictions à la liberté d'expression. Tout est possible. On peut tout dire dans une démocratie, à la condition d'avoir la preuve de ce que vous dites. C'est comme avant-hier, pour faire un peu de politique, le président de la transition au Burkina a dit qu'il persiste que la Côte d'Ivoire héberge un centre opérationnel pour déstabiliser le Burkina. Et il dit dans quelques jours, il va produire les preuves. Ce qui m'a intéressé, c'est les réactions des Ivoiriens sur les panels sur TikTok. Je retiens que certains disent, si la Côte d'Ivoire dit que c'est faux, qu'elle démontre cela. Mais dans une démocratie, ce n'est pas à l'accusé de démontrer que c'est faux. C'est ça aussi un principe de la démocratie. Dans une démocratie, la charge de la preuve incombe à l'accusation. Tu m'accuses d'être un voleur et tu me mets en demeure de prouver que je ne suis pas un voleur. Je prouve ça comment? Comment je prouve ça? C'est à toi d'apporter les éléments de culpabilisation que tu as en main pour que je me prononce dessus. Donc la Côte d'Ivoire n'a pas à prouver qu'elle ne bêche pas sur son à Abidjan ici un centre opérationnel. C'est à eux de nous prouver cela. Vous voyez, dans une démocratie, on ne renverse pas la charge de la preuve. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de présomption d'innocence. Qui va de pair avec ce qu'on appelle l'état de droit. Qui exclut l'arbitraire. On ne condamne pas les gens sur de simples présomptions. Il faut démontrer cela. Même si en Côte d'Ivoire, il y a du chemin à parcourir là-dessus. Dans nos tribunaux, pratiquement, la liberté, qui est le principe, et l'emprisonnement, qui est l'exception, ont été renversés. Aujourd'hui, l'emprisonnement est devenu presque le principe, et la liberté est devenue l'exception. Si vous avez suivi les réseaux sociaux récemment, il y a eu des échanges entre moi et le procureur de la République. Vous avez dû voir ça. Où quelqu'un fait une crise cardiaque devant un juge d'instruction. Au lieu qu'on le mette dans une ambulance pour l'envoyer à l'hôpital, on le met dans l'ambulance et on l'envoie à la Maca. Et moi-même, j'ai suivi l'ambulance jusqu'à la Maca là-bas. Parce qu'en tant que député, c'est nous qui votons les lois. Et donc je vais voir comment on applique ces lois-là sur le terrain. On dit ministère de la Justice et des droits de l'homme. Ça doit avoir un sens. Quelqu'un pique une crise cardiaque dans un bureau de juge d'instruction. Toute la procédure pénale doit être suspendue pour sauver d'abord sa vie. Après, il est guéri, vous l'envoyez en prison. Mais le type est en train de succomber et vous le mettez dans une ambulance pour l'envoyer à la Maca. Et quand j'écris ça, le procureur de la République sort pour faire un communiqué pour dire tu es député, tu es ceci, cela, tu n'es pas au-dessus des lois. Beaucoup m'ont écrit pour dire pardon, il ne faut pas réagir. Ils vont t'arrêter. Je dis, mais si le peuple m'a donné un pouvoir d'être député, parlant en son nom, et qu'un procureur s'exprime et que je ne peux pas parler, c'est que je dois démissionner de mon poste. Et je lui ai répondu. Dans une longue lettre que vous avez dû lire sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ça, non? On lui a répondu en lui disant que c'est le peuple qui est le juge des magistrats. Puisque la justice est rendue au nom du peuple. Donc il a le droit de demander des comptes à ses magistrats. Le monsieur n'a même pas passé 24 heures en prison. Puisqu'il a fait une crise à la Maca et ils l'ont ramené directement à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Ça sert à quoi de faire tout ça? Et donc, dans une démocratie,
les libertés sont respectées. Même le plus grand criminel, quand on le prend, on lui reconnaît des droits. Et on le juge selon la règle. Alors, il y a deux types de démocratie. Démocratie directe contre démocratie représentative. Ouais, les maires sont élus au suffrage universel. Démocratie directe. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect. C'est les grands électeurs que nous sommes en tant que maires, en tant que conseillers municipaux, qui partons élire les sénateurs. Pendant que d'autres sont nommés par le chef de l'État. Donc dans la même chambre, il y a un groupe de sénateurs élus et un autre groupe qui est nommé. Et ceux qui sont nommés, très souvent, c'est eux qui deviennent le président du Sénat. Ce qui est un paradoxe. Puisque la légitimité provient de... Alors, la démocratie représentative, c'est quoi? C'est un peu celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où le peuple est représenté par ses dirigeants, par des élus, par exemple au Parlement, ou même dans les municipalités, par des maires et par des présidents de conseils régionaux, qui doivent gouverner avec le peuple. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Par exemple, Mathias Salé, le budget de la commune est conçu avec la population. C'est eux qui décident quel projet on doit réaliser. Ce n'est pas le maire qui décide cela. Ouais. Et cette façon de faire permet au peuple d'avoir un regard direct dans la gestion de ses ressources. Donc il faut ouvrir les collectivités pour que le peuple ait accès à cela. Vous voyez, c'est des éléments de la démocratie qu'on peut transposer dans la vie active. Et vous devez pouvoir en saisir les éléments. Donc, démocratie participative et délibérative. C'est la deuxième forme de démocratie. Mais le corollaire de la démocratie, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Il y a eu un communiqué du gouvernement il y a 2 jours. On dit qu'il y a des DG qui auraient mal géré leur structure et qui donc ont été débarqués. Ça fait 4 ans qu'on débarque les DG à la suite d'audit ou bien de contrôle. Mais par derrière, il n'y a pas de procédure judiciaire. Dans une démocratie, lorsqu'il y a des indices concordants et suffisants que des faits délictuels ont été commis, la justice s'en saisit et fait une enquête pour pouvoir prendre une décision. Sinon, l'individu reste débarqué avec le soupçon d'avoir volé. Alors que peut-être s'il y a eu un procès, ça peut démontrer qu'il n'a rien volé. Mais on le laisse dans la nature avec le soupçon du vol. En 2014, j'avais enquêté sur un DG en Côte d'Ivoire qui dirigeait une banque et qui, en 8 mois, avait pompé 4 milliards. Et il m'a reçu à l'hôtel Tiama quand je lui ai écrit pour lui demander comment il réussit à faire ça. Il m'a reçu au Tiama, dans un salon feutré. Il m'a dit oui, ce que tu as écrit là c'est vrai, mais tu te fatigues pour rien. Je peux t'accompagner pour ton journal. Sur 2 ans, je paierai tous les salaires. À condition que tu n'écrives pas. Il a dit non, on va écrire. On va écrire. Et puis après, vous allez voir ce que vous allez faire. Il dit mais ça n'ira nulle part. Il dit oui, je sais que ça n'ira nulle part, mais on va écrire quand même. On a écrit. Et puis bon, il a été débarqué. Mais aujourd'hui, lui et moi, on fait les lois au Parlement. On est député. Et il porte l'écharpe, je porte l'écharpe. D'un point de vue éthique et moral,
Moi, je sais ce qu'il a fait. Mais la récompense, c'est qu'il est au Parlement. Vous voyez la différence entre les grandes démocraties et nos démocraties qui balbutient. C'est tout ça qui déconstruit la confiance du peuple dans les institutions. Donc la bonne gouvernance a des caractéristiques. La transparence dans la gestion des affaires de l'État. Parce que la République appartient à chacun de vous. C'est parce que, et c'est là qu'on va parler d'engagement citoyen, c'est parce qu'on n'est pas engagé en tant que citoyen que les choses se font dans notre dos. Donc, il y a la transparence, il y a la responsabilité. Donc quand on gouverne, on le fait avec responsabilité. Il y a la participation du peuple dans les choix stratégiques de dépenses publiques. Bon, aujourd'hui, on fait le budget citoyen qu'on envoie au Parlement, mais dont le peuple n'a pas information. Il y a l'état de droit, qui est une caractéristique de la bonne gouvernance. Il y a l'équité et l'inclusivité. Donc l'ensemble du peuple est impliqué, est pris en compte dans l'adressage des problématiques du développement. C'est ça, la bonne gouvernance. La transparence. Dans une démocratie, on ne gouverne pas les ressources publiques à huis clos. C'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Vous voyez, en Chine, quand on te prend pour corruption, la sanction, c'est la pendaison. Ça a été quoi la conséquence? Le pays est développé, non? Le pays est développé. Parce que chacun sait que l'argent public est sacré. Et qu'on ne joue pas avec ça. 1200 milliards volés par an dans l'administration. Imaginez le nombre d'écoles qu'on peut construire avec ça. Le nombre d'hôpitaux qu'on peut construire avec ça. Le nombre de voiries et de voies qu'on peut construire avec ça. Allez dans la zone de Meadji, dans les grandes zones de production de cacao. Il n'y a pas de route. Les pisteurs vont jusque dans le champ avec des camions, des tracteurs, et ils imposent leur prix à nos populations. Donc, ces milliards, sur 5 ans, ça fait combien? 1200 milliards par 5, ça fait combien? 6 000 milliards. C'est ça, non? 6 000 milliards. Sur 10 ans, ça fait combien? 12 000 milliards. Que des individus mettent dans leur poche. La commission de choses d'évaluation de la politique publique au Parlement, à l'Assemblée, a fait une enquête il y a 2 ans sur l'application du décret de 2018 par rapport aux véhicules importés. Puisqu'on dit qu'il faut diminuer l'âge des véhicules importés, là on est à 5 ans, c'est ça, non? Donc, la commission a fait une enquête dessus, pour voir quel a été l'impact de cette application-là sur l'environnement et sur les affaires en Côte d'Ivoire. Ça a eu 2 effets. Les Ivoiriens dans le secteur de l'importation sont en ruine. Ils ont perdu en 3 ans 42 milliards. Ils ont tout raté. Dans le même temps, les concessionnaires automobiles ont multiplié par 3, par 4 leur chiffre d'affaires. Donc on fait la politique pour qui au juste? C'est petit. Les nationaux sont en ruine et les multinationales s'en mettent plein les poches. Premier constat de la commission d'enquête. Deuxième constat, l'impact sur l'environnement, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des pays pollués. L'impact est nul, cette décision-là. Et donc la commission a recommandé au gouvernement de remonter l'âge des véhicules de 5 ans à 8 ans. Pour que les gens puissent s'acquérir des voitures. Quand vous prenez telle mesure, vous mettez en place des dispositifs qui permettent aux Ivoiriens d'acquérir de nouvelles voitures avec l'accompagnement de l'État. 4e constat,
Sur environ 2 millions de voitures qui roulent en Côte d'Ivoire, dans le parc auto, il y a moins de 30% qui ont une visite technique. Oui, moins de 30%. Ça veut dire qu'il y a environ 1 700 000 voitures en Côte d'Ivoire qui roulent sans aucune visite technique. Et ils sont sur nos routes. Et ils roulent. Comment c'est possible? La perte pour l'État annuellement, c'est autour de 80 milliards. De l'argent frais qu'on peut avoir en 2 semaines. En demandant aux policiers de faire leur travail. Parce que les voitures là roulent. Mais ils payent. Donc ils payent. Quand on te prend ta balle de visite technique, c'est 25 000 francs. Sinon, c'est la fourrière. Mais les voitures là roulent. Donc l'argent va dans la poche de qui? C'est 80 milliards. La fraude sur l'électricité à Abidjan seulement, c'est 80 milliards. J'ai travaillé dessus à la CIE il y a 5 ans de cela. Et ce n'est pas les enfants comme vous, pardonnez le terme, qui fraudaient. Hein. C'est les plus gros poissons. On a pris des ministres qui fraudent. On a pris des responsables des partis politiques qui fraudent. Et ils parlent de bonne gouvernance. Au point où les gendarmes et les enquêteurs ont abandonné ce projet-là. Parce que quand ils prennent les gens, ça n'arrive pas au parquet. C'est géré. C'est 80 milliards à Abidjan. Et étendre cela sur le pays, ça fait combien de milliards? L'électricité a été augmentée récemment parce qu'on dit qu'il y a un déficit de 160 milliards. C'est ça, non? Mais à Abidjan seulement, on fraude à 80 milliards. Donc l'État préfère les solutions les plus faciles. Donc aller dans la poche des Ivoiriens au lieu de combattre les fraudeurs pour avoir l'argent. C'est ça la bonne gouvernance. Oui, ça c'est factuel ça. C'est pratique. Hein? Ça veut dire que 70 voitures sur 100 qui roulent à Abidjan n'ont pas de visite technique. Parfois, tu es sur l'autoroute, tu es dépassé par une voiture. Et puis tu te dis, mais les policiers sont où? Les accidents en Côte d'Ivoire n'ont pas diminué à cause du décret 2018. Bien au contraire. Les véhicules en mauvais état continuent de rouler. Puisque le processus était que, à partir du moment où on envoie de nouvelles voitures, il faut faire en sorte que les Ivoiriens acquièrent de nouvelles voitures et donc retirent du parc les vieilles voitures. Mais non seulement les Ivoiriens n'arrivent pas à acquérir les nouvelles voitures, mais les vieilles voitures sont encore sur le parc. Et donc, il y a ça qui fait que les choses ne fonctionnent pas. Alors, quelle est l'importance de la bonne gouvernance? Ben, tout le monde le sait, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Puisque si l'argent est bien géré, les services essentiels que l'État doit rendre aux populations, évidemment, sont assurés. Santé, accès à la santé, accès à l'éducation. Vous avez vu récemment le résultat du bac, c'est combien? C'est 34%, non? 34%, alors que dans le même temps, en France, ils sont à 85%. Et il y a débat dessus, hein, parce qu'on estime que c'est pas trop... C'est trop faible, 85%. Et ici, nous, on est à 34%. Ça fait plus de 40 ans, près de 30 ans qu'on n'a pas atteint 50%. Comment c'est possible? Si vous avez lu les résultats des États généraux de l'éducation, ils ont évalué l'investissement pour que l'école se relève à 800 milliards. À 800 milliards. Pour aller sur le site du ministère de l'Éducation, ça y est dessus. Vous allez voir que c'est 800 milliards qu'ils ont évalué les investissements à réaliser pour que l'école se relève. Mais il faut pouvoir en faire une priorité des priorités. Si l'éducation a vraiment un sens pour nous.
800 milliards, c'est quoi sur le budget de 13 000 milliards? Voilà. Il faut que ce soit une priorité pour nos gouvernants et qu'effectivement, on relève notre éducation. 34% d'admission, quand on sait que sur les 34% d'admis, il y a au moins 60% qui n'ont pas le vrai niveau. Et donc, on a un problème. L'ambition que nous voulons porter pour le développement ne peut pas être portée par les ressources humaines. Puisque la masse qui sort du système est mal formée, a une formation qui n'est pas adaptée, et donc ne contribue pas à la construction de la société. Donc la bonne gouvernance améliore les services publics. La RTI pourrait nous programmer, monter des programmes plus élaborés. Hein? C'est un service public. Non, ce n'est pas encore un service public. C'est une télé d'État. La RTI n'est pas une télévision publique. C'est une nuance. Ce n'est pas une télévision de service public. Si vous voulez faire la comparaison, prenez TF1 en France. Marine Le Pen passe dessus. Elle critique durement qui? Le président. Badela passe dessus, il allume le président. Comment s'appelle même là, le plus grand? Mélenchon. C'est un tribeur. Il passe dessus, il allume le président. C'est un service public. Parce que les ressources qui animent cette télévision sont des ressources d'État. La RTI est une télévision d'État. Sa mission, c'est de mettre la lumière sur les activités du gouvernement. Vous ne verrez pas Mamadou Koulibaly au journal des 20h. La RTI, ça va être une révolution. Vous ne verrez pas Finguessan au journal de 20h de la RTI. Alors qu'en France, les opposants passent au journal de 20h de TF1. Vous voyez la nuance? Voilà. Dans une télévision d'État, 90% du journal est consacré aux activités des hommes politiques. Et c'est aussi un indicateur des pays sous-développés. Dans un pays qui se projette sur l'entrepreneuriat, qui met en valeur ceux qui font vivre le pays, le journal est consacré à moins de 5 minutes aux hommes politiques et tout le reste, c'est les entrepreneurs. C'est les activités du pays. Mais vous commencez le journal de la première minute jusqu'à la fin. Parfois, même, il n'y a même pas d'autres activités en dehors des activités des hommes politiques. C'est un pays sous-développé. Donc, amélioration des services publics. Réduction de la corruption. C'est aussi un avantage de la bonne gouvernance. Réduction de la corruption. Notre pays a mis en place beaucoup d'institutions, haute autorité de la bonne gouvernance. Comment on appelle ça? IGE, Inspection générale d'État, Inspection des finances. Récemment, ministère de la bonne gouvernance, tout ça a été mis en place. D'un point de vue réglementaire, on a les mécanismes. C'est ce qui a fait que notre classement a été amélioré. C'est au point de vue réglementaire. Ce qui compte, c'est le ressenti. Comment les Ivoiriens ressentent la gestion de leur pays en matière de transparence. Vous voyez, Joël Nguessan, vous le connaissez, ancien ministre des droits de l'homme, qui est membre du RADP. Il a été nommé président du conseil du FDFP. FDFP, c'est le Fonds de développement, la formation professionnelle. En 2014, j'avais fait une enquête sur ce fonds-là, vous vous souvenez, les parapluies vendus à 200 000 francs. Les clés USB vendues à 50 000. Hein? Et j'avais révélé en 2014 que le FDFP les dirigeants avaient détenu 7 milliards. Et j'avais tout documenté. On m'a convoqué à la gendarmerie, j'ai passé 8 heures là-bas. Et puis à la fin, l'enquêteur a dit, mais ce pays-là nous fatigue, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui a révélé le vol, là. C'est lui qu'on vient cuisiner pendant 8 heures. Pendant que ceux qui ont volé, là, ils sont assis à la maison. C'est l'enquêteur lui-même qui a dit ça. Parce que j'avais produit tous les éléments, y compris les relevés bancaires.
les dirigeants signaient le week-end, ils signaient entre 27 et 30 chèques avant d'aller à la maison. Des chèques aux porteurs. Hein. Voilà. Ils avaient détenu 7 milliards en 3 ans. Le monsieur en question, au moment où je vous parle, il est aux États-Unis, en train de convertir ses francs CFA en dollars. Ça, c'est la bonne gouvernance, ça. Donc, Joël Nguessan a été nommé président du conseil du FDFP et sous sa recommandation, le SG du conseil a été nommé. Et lui-même, en tant que patron du FDFP, il dit qu'il a demandé un audit de l'IGE et l'audit a révélé que celui qui l'a fait nommer en 2 ans a volé 4 milliards. Donc, lui, il est tellement en colère qu'il oublie que le gars a été nommé par décret. Donc, lui, il prend une note de service et puis il débarque le gars avec ça. Ce qui est illégal. Puisque, parallèlement des formes oblige, décret. Donc, lui, il fait débarquer le gars par note de service. Scandale. Dans l'affaire, le gars qui l'a débarqué est protégé à des soutiens en haut là-bas. Et donc, on le rétablit dans ses fonctions. Et comme je vais commencer à parler, on dit, bon, vous devez même sortir maintenant. Sortez de cette entreprise-là. Donc, on met les deux dehors. Et lui, récemment, dans une interview sur une plateforme des journalistes, il dit qu'il ne peut pas accepter qu'ils aient pris le pouvoir pour combattre ça et qu'un gars vole 4 milliards. Lui, il dénonce et puis on les met les deux dehors. Il vient d'écrire un livre. Il va sortir bientôt cette affaire. 4 milliards que le gars a pris. Officiellement, hein, un document de l'IGE. Mais il est là. Il parraine les activités. Voilà. On dit bien formation professionnelle. Mais l'argent est parti et il n'y a eu aucune sanction. C'est moi qui ai fait l'enquête sur l'ONS dans l'affaire de BNP. Vous vous souvenez? C'est moi qui ai fait l'enquête. J'ai découvert que l'entreprise qui a eu le marché de faire la pelouse est une quincaillerie basée à Makori. Oui. C'est une quincaillerie. Ils vendent des fauteuils. C'est eux qui ont eu le marché. Non mais vous vous rendez compte? Dans une affaire qui porte l'image du pays, des fonctionnaires ont osé confier le marché à une quincaillerie basée à Makori. C'était du gré à gré en plus. En fait, tu envoies 400 millions en espèces et puis on te fait un bon de commande de 1 milliard. C'est tout. Et les agents de la direction financière avaient créé eux-mêmes au moins 5 entreprises à qui donner les marchés de 500 millions, 200 millions, 300 millions. J'ai fait un live récemment dessus de cette affaire de fonctionnaires dans les régies financières qui ont eux-mêmes créé leurs propres entreprises. Au point où les petits entrepreneurs ivoiriens qui fournissent des matériaux à l'État, ils sont tous en faillite. Il est DAF, il a sa propre société. Il commande, lui-même se paye. Ce qui est en jeu, c'est 2000 milliards. Hein. Et donc les PME, les TPME ivoiriennes sont à terre. N'ont plus de marché. Parce que la fonction publique elle-même est devenue leur concurrente. Je pense que j'ai fini. C'est ça, non? Je termine dessus. Et donc, c'est ça. Donc, réduction de la corruption. Renforcement de la confiance du public. Et puis, promotion du développement socio-économique. Dernière partie, c'est l'engagement citoyen. Et là, je termine dessus. L'engagement citoyen, c'est votre décision de faire en sorte que les choses changent. Ça peut être à l'église, où vous vous engagez à faire en sorte que la chorale marche. Ça peut être à l'école. Quand on participait au choix des jeunes Ivoiriens qu'on devait envoyer aux États-Unis dans le cadre du Forum des jeunes leaders africains,
dans les critères, on demandait si tu avais été au moins chef de classe un jour. Pour voir si tu as été leader quelque part. Si tu avais été président de chorale, ou bien même si tu avais animé dans une chorale, c'était un critère de leadership. Donc, l'engagement citoyen, c'est la décision que tu prends de contribuer à l'évolution de la société. C'est strictement important. Ça nécessite que tu participes, par exemple, aux réunions de votre quartier. Si on va nettoyer le quartier, tu es un citoyen dans le quartier, tu dois participer à cette réunion-là. Et tu dois contribuer à faire en sorte que le quartier soit propre. C'est ça l'engagement citoyen. Participation à des mouvements ou à des campagnes. On veut faire une campagne sur l'éducation. En tant que citoyen, tu dois contribuer à cela. Tu dois apporter ta force de participation citoyenne. C'est aux États-Unis que j'ai vu que, j'ai compris pourquoi ils sont puissants comme ça. Là-bas, il y a 90 millions de bénévoles. 90 millions de bénévoles. Des gens qui consacrent une partie de leur vie dans l'année à faire des choses qui participent à faire évoluer la communauté. Mais ils sont la puissance la plus forte au monde. C'est vrai ou c'est faux? Bon. Ici, est-ce que vous êtes prêts à aller nous accompagner à tuer le caniveau à Mermoz? Voilà l'engagement citoyen. Vous êtes prêts à le faire? Ah. Bon. D'accord. Engagement dans des ONG ou associations locales. Et puis, utilisation des réseaux sociaux pour influencer le débat public. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Il y a un truc que je suis tombé dessus un jour. C'était quoi là? Il y a un gars qui est aux États-Unis qui fait des lives avec 200 000 personnes connectées. Et comment? C'est son nom, hein? Nika Paul, voilà. 200 000 personnes en ligne. Et par curiosité, je suis allé regarder un jour. Et je réalise que c'est tout le pays qui est là-bas. Nous utilisons mal ces outils-là pour notre pays, alors que ce sont des outils formidables qu'on peut utiliser pour faire avancer la démocratie. L'important de l'engagement citoyen, c'est le renforcement de la démocratie. Vous devez être à mesure d'interroger les candidats qui viennent devant vous. Si vous-même, vous devez être candidat un jour, vous devez vous préparer à rencontrer des gens qui sont formés, qui vont vous interroger. Si dans un village, un candidat aux élections municipales arrive, législative arrive, et il dit aux villageois, si vous votez pour moi, je vais construire votre route. Et qu'un villageois se lève pour dire, mais monsieur, avec quel budget vous allez construire la route quand on sait que le député n'a pas de budget? Si vous lui posez cette question devant le public, il va se débattre pour répondre. Mais dans le prochain village, il ne dira plus ça. Vous voyez, c'est l'ouverture d'esprit de la population qui permet de faire avancer la démocratie. Donc, votre engagement citoyen peut pousser les populations à mieux décider pour elles-mêmes. Est-ce que vous avez pris le temps une fois d'aller au village pour aller interroger vos petits frères pourquoi ils votent et sur quelle valeur ils votent? À votre père, votre maman, au village, est-ce que tu votes et pourquoi tu votes? Faites ce petit débat avec eux, vous en ferez des personnes nouvelles. C'est vraiment important. Alors, chers amis, voilà donc les petites expériences que je voulais partager avec vous sur la notion de démocratie, de gouvernance et d'engagement citoyen. Cette formation-là que le frère Israël Gebo est en train de faire, à terme, elle doit déboucher sur des certificats qui vont vous être communiqués. Mais ce qui est derrière qu'on attend, c'est l'engagement citoyen. C'est que vous compreniez qu'il n'y a de société que des hommes. Et qu'une société ne vaut que par la qualité et la valeur de ses citoyens. Si nos citoyens ne sont pas formés, parce qu'on dit citoyen, on ne dit même pas population, on dit citoyen. Dans une république, il n'y a que des citoyens, il n'y a pas de sujet. Ça veut dire que vous avez des devoirs, mais vous avez aussi des droits. Et il faut connaître ces deux-là
pour pouvoir agir efficacement dans la société. Si vous voulez devenir député demain, il faut que vous étudiez toutes les lois qui encadrent la fonction de député. Si vous voulez devenir maire demain, il faut que vous sachiez à quoi vous en tenir quand vous serez élu maire. Quels sont les textes qui encadrent la fonction du maire? Quel est le rôle du maire pour pouvoir concevoir un programme un projet de gouvernance? C'est extrêmement important. La jeunesse ivoirienne ne contribue pas à l'enracinement de la démocratie. Elle est le fusible qu'on utilise pour déclencher les crises. Parce qu'elle n'est pas formée. Elle est le fusible qu'on utilise pour aller à la mort. Si vous êtes bien formé et que vous avez la capacité de lire un programme de gouvernement, de déceler les mensonges à l'intérieur, de déceler la vérité à l'intérieur, vous faites un choix éclairé avant d'aller au vote. Donc, pour finir, je voudrais utiliser une belle pensée de Denis Diderot, un penseur français, qui a dit que sous quelque pouvoir que ce soit, la nature elle-même a fixé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites-là, c'est soit la mort, soit la fuite, soit la révolte. Je répète, sous quelque pouvoir que ce soit, la nature elle-même a fixé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites-là, c'est soit la mort, soit la fuite, soit la révolte. Mais comment vous pouvez porter une révolte intellectuelle si vous n'avez pas les moyens de comprendre les enjeux? Chers amis, chers frères, voilà le petit partage d'expérience que j'ai voulu avoir avec vous pour que vous compreniez que ce que la République attend de vous, ce n'est pas d'applaudir, mais c'est d'interroger. D'interroger les dirigeants, de les responsabiliser, de demander des comptes. C'est en faisant cela que notre pays va s'occuper de chacun de nous. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette écoute-là. Et j'espère que je n'ai pas été très ennuyeux et que vous avez retenu certaines choses. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Laurent. Ah oui, on y a les questions aussi. Alors, c'est vrai que ce qu'on attend de nous, ce n'est pas d'applaudir uniquement, mais on va quand même vraiment nous ovationner de toutes nos forces. Merci pour ce riche partage. Vu que le temps court, contre nous, ce qu'on va faire, on va prendre deux questions. Une question ici, je viens. Une question ici, une question là, et on va respecter le genre. Un homme, une femme. Et ça va être très arbitraire. Un doigt devant, un doigt derrière. Ah, bon, je ne sais pas. Une dame devant, et puis le monsieur en lunettes, qui était le premier plus prompt. Vous savez, il ne faut pas tout avoir dans la vie. Mais, juste après, à la fin de l'intervention du docteur Aboubli, éventuellement, si vous avez des questions, là, on aura vraiment le temps. Voilà, de revenir dessus, d'accord. Il n'y a vraiment pas de problème. Ok? On va passer par la dame, et puis après, on va aller derrière. Présentez-vous. Merci. Allez-y. Ouais. Je suis mademoiselle Sila Oulemata. Je suis technicienne supérieure en communication. Ok. Ma question, je ne sais pas si c'est une question, mais c'est quelque chose qui Tu vous tiens à cœur? qui me tient à cœur. Ok. Alors, je viens de la commune de Port-Boué. Ouais. La préoccupation que j'ai, c'est la fonction réelle du député Oui. en Côte d'Ivoire. Parce que ces dernières années, nous avons remarqué que vous êtes
celui qui sort du lot et qui touche en réalité les problèmes de notre société. Ce que je veux savoir, au-delà de vote ou au-delà des projets de loi que vous étudiez et que vous portez à finalité, est-ce que entre vous, il y a une sensibilisation à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fondement même de la législation ivoirienne et de la représentation des peuples à l'Assemblée nationale. D'accord. Parce qu'on n'a ni retour, ni explication de ce qui se dit entre vous là-bas et ça s'oppose à nous. D'accord. Ça s'impose à nous. Ok. Merci beaucoup pour votre question. Oui. Allô. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, honorable, pour votre conférence magistrat. Moi, je suis Saïd Kambouté. J'ai eu l'honneur d'être à vos côtés à Dia-Salé, lors de l'Outentia, à l'origine de votre... Oui, d'accord, oui. Alors, je suis étudiant en sociologie, en master développement urbain. Je fais un peu de communication politique et des organisations au CERCOP et titulaire d'un BTS option logistique à toute fin utile. Je suis très associatif. Alors, ma première question concerne la démocratie. Alors, je vais toucher les députés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, les raisons pour lesquelles, en fait, ailleurs, on voit que à l'Assemblée, les sessions sont diffusées en direct et qu'on voit que le peuple a l'occasion de savoir en temps réel ce qui se passe à l'Assemblée nationale et assiste, on va dire, directement aux sessions. Et ici, pourquoi ce n'est pas fait ici? Moi, c'est ma première question, parce que je regarde souvent les sessions à l'Assemblée française et ça me plaît beaucoup, voilà, de voir les jeunes participer là-bas. Ensuite, la deuxième pour moi, c'est, pensez-vous qu'il y a une disposition, ou s'il y a une disposition, vous nous le direz, il y a une disposition dans notre législation qui, c'est-à-dire, impose, la dame a introduit tout à l'heure, c'est-à-dire qui oblige le député à rendre compte. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des mesures de sanctions si cela n'est pas fait? Moi, je crois que pour le point de la démocratie, comme vous l'avez dit, la démocratie, ici en Afrique, et en particulier en Côte d'Ivoire, c'est la démocratie des plus forts. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Merci beaucoup. Après, quand le docteur va finir de parler, on pourra faire ensemble les réponses. Alors, juste avant de répondre, juste un rectificatif. Quand j'ai parlé de TF1, il fallait plutôt parler de France Média Monde. France Média Monde qui intègre France 24, France Télévisions, RFI. Voilà, c'est des médias de service public où tout le monde a accès à la communication politique. Ce n'est pas pareil en Côte d'Ivoire. Alors, la fonction du député, est-ce qu'il existe une synergie entre les députés pour que nous jouions le rôle qui est le nôtre? Alors, de façon réglementaire, constitutionnelle, le député, il a trois fonctions. Il a, avec le chef de l'État, à concurrence, l'initiative des lois. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État fait des projets de loi et le député fait des propositions de loi. Donc les deux ont l'initiative des lois. C'est un pouvoir qui appartient aux deux. Le chef d'État fait des projets de loi et le député fait des propositions de loi. Ça, c'est la première fonction du député. Donc, quand ces projets arrivent au Parlement, ils partent dans une commission, c'est étudié, analysé, voté en commission, et puis après, ça arrive en plénière. Une fois que c'est voté, ça devient maintenant une loi. Le député fait une proposition de loi, ça passe dans la même procédure, et ça arrive au Parlement, ça arrive à la plénière. La plénière, c'est quand tous les députés sont réunis. Et quand ils votent, ça devient une loi. Par exemple, le député que je suis a déjà proposé environ 4 lois que j'ai déposées au Parlement. Mais ça fait 2 ans que je n'ai pas de retour de mes tests que j'ai déposés. Ils ne sont pas encore programmés pour débat. Donc tous les tests qu'on a votés depuis 3 ans sont des tests d'origine gouvernementale.
les députés, ils sont payés en réalité à ne rien faire. Puisque quand on proposait, ce n'est pas programmé. Hein, la preuve est là, j'en ai fait. Alors, l'autre fonction, c'est le consentement à l'impôt. C'est-à-dire que c'est les députés qui votent le budget de l'État. Quand l'État fait son budget, en décembre, on se réunit au Parlement, on étudie en commission, et puis ça arrive en plénière, ce qu'on appelle l'annexe fiscale, qui retrace l'ensemble des recettes de l'État et les impôts nouveaux qui sont créés. Une fois que le Parlement a validé cela, le 1er janvier, ce budget-là, il rentre en application. Je pense que dans le projet qui va venir au Parlement dans 2 mois ou 3 mois, le prochain budget, c'est autour de 14 000 milliards. Ça va arriver au Parlement et nous allons étudier ça. Donc, le député consent l'impôt. S'il n'a pas consenti l'impôt, il n'est pas un impôt. D'accord? Ensuite, il contrôle l'action gouvernementale. J'allais dire, cette fonction-là, qui est dans une démocratie sans doute la plus importante. Ce contrôle se fait à 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de la régularité des actes pris par le gouvernement au regard du corpus législatif. C'est-à-dire quand un président prend une ordonnance, est-ce que dans le domaine où il prend l'ordonnance, il a le droit de faire cela? C'est au député de vérifier cela. Quand un ministre prend un arrêté dans un domaine, est-ce que le ministre là a le droit de prendre cet arrêté? Ça, c'est au député de faire ce contrôle-là, de la régularité de l'acte au regard de la Constitution. Donc les députés contrôlent en régularité les actes du gouvernement. Ensuite, ils contrôlent l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des populations. Ça, c'est très important. C'est par rapport à cette fonction que, par exemple, je réagis sur l'affaire de data. Donc, quand les gens augmentent la data, le député doit vérifier qu'il y a un impact sur la vie des Ivoiriens et donc doit pouvoir dire que cette décision n'est pas bonne. Donc, il contrôle l'impact. Si on laissait passer la décision, je suis sûr que certains parmi vous auraient du mal à avoir la connexion. 1 giga à 1000 francs, ce n'est pas évident. Nos étudiants ne seraient pas allés, ne pourraient pas travailler avec le portable. Donc quand la décision a été prise, j'ai dit à des collègues, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils ont augmenté, nous on est députés, même si on fait 1 giga à 10 000 francs, on peut payer. Parce qu'un député, il est payé à 3 millions. Ah oui, oui. Il a 3 millions. Ça, c'est en net d'impôts à la fin du mois. Par trimestre, il reçoit encore 2,5 millions. C'est une prime. Prime de session, prime d'explication. Donc, en réalité, il a 4 millions. Hein? Voilà, c'est de l'argent qu'on lui donne pour aller parler aux populations. C'est 2,5 millions par trimestre. Ça fait 10 millions dans l'année. D'accord? Ce qui n'a rien à voir avec son indemnité de député, qui est 3 millions par mois. Deuxième chose. Troisième chose, il a une exonération fiscale. C'est-à-dire qu'il peut acheter une voiture sans impôt. Il va chez un concessionnaire, la voiture coûte 30 millions, 40 millions. On va déduire la TVA de cette voiture-là. Tout ce qui est frais dessus, ce qui va rester, c'est ce qu'il va payer. C'est une faveur énorme. Hein. Parfois, vous savez qu'il y a des élus qui vendent leurs exonérations fiscales. Vous avez appris ça récemment, non? On a arrêté des gens qui avaient des exonérations fiscales des députés en main. Voilà. Bon, voilà. On ne cite pas ces contemporains. Voilà. Donc, ils vendent. Ils vendent à des opérateurs. Ils peuvent importer une voiture de 100 millions. Le député donne son exonération fiscale. Le gars lui donne 10 millions. Puis bon, lui, sa voiture vient, il ne paye rien dessus. Donc, il a ça. Ensuite, il a droit à un passeport diplomatique. Donc, le passeport diplomatique, c'est quoi? C'est un document diplomatique. Quand le député veut voyager, il ne fait pas rang. Hein? Il informe le Parlement de la destination. Si tu veux aller, par exemple,
En Angleterre, c'est le Parlement qui va informer le ministre des Affaires étrangères, et le ministre des Affaires étrangères va écrire à l'ambassadeur du pays où tu veux partir. Et puis bon, tu es là, et maintenant on te dit, bon, viens chercher ton visa. Et tu t'en vas, on te reçoit en salon VIP, en 10 minutes, tu as ton visa, tu t'en vas. Voilà ça. Ensuite, le député a une assurance maladie 100%. Pour lui et sa famille. Il a ça. En plus, il a une, comment on appelle ça, une protection légale qui est très forte. C'est-à-dire qu'il a une immunité parlementaire. Donc, vous voyez, tous ces avantages-là, le peuple que nous sommes, que vous êtes, donne ça aux députés. Pour qu'en retour, le député fasse quoi? Qu'il le défende. Pour qu'il porte sa voix. Puisque dans une démocratie, c'est les députés qui représentent le peuple. Donc quand je dis aux collègues, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils me disent, oui, mais honorable, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on veut parler, mais on ne peut pas. Nos partis là, ils sont trop forts. Mais on est élus. Oui, mais toi, tu es indépendant, nous, on n'est pas indépendants. Donc voilà comment je me retrouve seul à porter ce combat-là. Quand on casse les maisons à la GESCO, c'est l'impact aussi. Hein. Le député doit vérifier que le droit de propriété, qui est un droit sacré dans une démocratie, ne soit pas piétiné. Donc, je suis allé à GESCO faire une enquête et démontrer que l'État a mal agi sur GESCO. Puisque les gens ont leur accédé par les députés. Donc, le député, il a un rôle important dans une démocratie. Alors, la question de savoir, est-ce que nous parlons entre nous? Ben, on ne se parle pas. Puisque le vote n'est pas impératif, c'est vrai, mais les députés votent en fonction des consignes données par les partis. Voilà. Juste un petit témoignage, je sais qu'on n'a pas assez de temps, pour que vous compreniez un peu les enjeux. Récemment, j'étais en RDC, et puis je suis arrivé, on avait déjà voté en commission le budget. Donc ça devait passer maintenant en plénière pour qu'on vote. Et puis dans le rapport de la commission des finances que j'ai lu, qui faisait autour de 9 pages, à la page 8, il est écrit que les maires de Côte d'Ivoire sont des voleurs. Que le ministre du budget aurait dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que 10% des maires qui utilisent bien l'argent qu'on leur donne et que 90% sont dans les malversations. C'est écrit dans le document. Donc moi je suis député et je suis maire. On dit qu'il y a 10% des maires qui travaillent bien à l'argent et que 90% volent. Mais il n'y a pas la liste des maires. Bon, moi je suis où? Dans les 10% ou bien dans les 90%? Donc on arrive en plénière et tous les députés sont là, près de 200 députés. Et puis bon, je prends la parole devant le président Bitogo. Monsieur le président, dans vos textes là, il y a un truc, à la page 8, il est écrit qu'il n'y a que 10% des maires qui utilisent bien l'argent qu'on leur donne pour travailler, mais que tout le reste là, ils détournent l'argent. Bon, je ne vois pas les annexes où se trouve l'audit qui a été réalisé dans les collectivités et qui prouve cela. Sur quelle base le ministre a dit une telle chose? Alors le président donne la parole au président de la commission de s'expliquer. Il dit non, monsieur le président, honorable Assalé Timogo, quand on vient aux réunions, il n'est pas là. Il faut qu'il vienne aux réunions, il va savoir pourquoi le ministre a dit ça. Et que c'est ce que le ministre a dit. Il dit, mais moi je n'étais pas là, j'étais en mission à l'extérieur. Et donc, moi je veux comprendre pourquoi il a dit ça, sur quelle base. Et où est la liste des 10% et la liste des 90%. Ça a fait un débat de près d'1 heure dans le Parlement. Beaucoup de députés sont intervenus pour dire c'est ce que le ministre a dit, nous on n'a pas changé ça. Il y a même un ministre député qui a dit au président, monsieur le président, si l'honorable Assalé Timogo estime que le ministre l'a diffamé, qu'il aille saisir la justice. En plein Parlement. Et donc, il a dit, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu, qu'on m'explique les raisons, parce que moi je ne suis pas un voleur. Le test, on a soumis au vote. Quels sont les députés qui votent pour le test en compte? À l'unanimité, moins 1, moi. Donc, moi, j'ai voté contre. Parce que j'estime qu'une telle affirmation n'est basée sur rien du tout. Et grave, ça va figurer au journal officiel. L'Union européenne, les bailleurs là vont voir qu'en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire dit que les maires sont des voleurs, mais chaque année, on envoie l'argent aux maires. C'est grave.
Et nos enfants demain qui vont devenir députés vont tomber sur ce rapport-là. Ils vont dire, mais donc, le papa, c'est des voleurs. Donc, on a voté puis on est parti. 2 semaines plus tard, le ministre du budget, mon téléphone sonne, c'est le ministre du budget. Moussa Sanogo, ex-ministre du budget. Il me dit, mais honorable, ça va? Il dit oui, mais il paraît qu'il y a eu un débat au Parlement. On a dit que, il paraît que les gens auraient dit que moi j'aurais dit que les maires sont des voleurs. Il dit oui, est-ce que vous avez dit? Est-ce que dans le rapport? Il dit, mais moi j'ai jamais dit ça. Oui. Authentique, hein? Il me dit, honorable, je n'ai jamais dit ça. Il dit, mais pourquoi? C'est ce qui a été transcrit. On dit, c'est ce que vous avez dit exactement qu'ils ont transcrit. Il dit, jamais la vie. Il dit, mais vous avez dit quoi au juste? Il dit non. Que lui, il a dit que le chef de l'État a pris un décret pour que les maires acceptent de passer à la collecte numérique des taxes. Donc, ils prennent des terminaux pour faire l'encaissement. Et que depuis que le décret est sorti, il y a à peine 10% des maires, dont Thiès Salé, qui a accepté de faire la collecte numérique des taxes. Et qu'il faut encourager le reste à passer à la collecte numérique des taxes pour augmenter leurs recettes. Voilà ce que le ministre dit avoir dit. Il dit, mais monsieur le ministre, ce n'est pas ce qui a été transcrit. Hein. Il dit, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Voilà ce qu'il a dit exactement. Il dit, non, non, monsieur le ministre, ce n'est pas ce qui a été transcrit. Il dit, mais vous allez faire quoi? Il dit, non, il lui va appeler le président. Bitogo. Il dit, bon, appelez-le. Vous allez régler ça entre vous là-bas. Donc, 10 jours plus tard, de retour au Parlement. Tout le monde est là encore. Il prend la parole. Monsieur le Président, on s'est retrouvé ici il y a 2 semaines. Il y a eu un débat ici, on a imputé des propos au ministre. J'ai dit qu'il ne peut pas avoir dit ça, on a dit, il a dit ça, on a voté. Mais le ministre m'a appelé, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Donc, Monsieur le Président, je vous porte l'information. Le président dit oui, honorable Assaï Timoko, il m'a appelé aussi. Que, effectivement, il a dit ce que vous venez de dire, qu'il n'a jamais dit ce qu'on a voté ici. J'ai dit, mais on fait quoi? Le texte qu'on a voté là, on va le corriger. Vous voyez comment le Parlement renonce à son droit de critique vis-à-vis du gouvernement. Donc si un ministre vient dire qu'on doit aller tuer nos populations, parce que c'est un ministre qui a parlé, on doit voter. Voilà un peu la chose. Donc on ne se parle pas entre nous, parce que les gens votent sur des consignes qui sont qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Alors que nous autres là, on regarde le texte, si ça apporte quelque chose au pays, on vote. Si ce n'est pas bon, on ne vote pas. Voilà. Moi j'ai voté, en 3 ans, j'ai voté contre à 8 reprises. Et puis bon, pour le reste, j'ai voté abstention ou j'ai voté pour. Maintenant, tu votes tout oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Pourquoi ces sessions ne sont pas diffusées en direct? Ça, c'est une volonté politique. Hein. En France, il y a une télévision spécialement pour le Parlement. Public Sénat, tu es là, tu retransmets en direct tout ça. Parce que le peuple a droit à voir ce que font ses élus au Parlement. Je vous assure que si on diffuse en direct nos débats au Parlement, il y a beaucoup qui ne seront plus députés. Mais bon, ça a été fait pendant la crise post-électorale, pendant la crise de 2000 à 2002, après les accords de Makoussi. Il y a eu des débats en direct en Côte d'Ivoire ici, à la télévision. On a vu des députés vraiment pugnaces. Mais depuis, ça n'a pas été fait parce que la RTI dit que ça coûte cher et qu'ils n'ont pas de budget pour ça. Voilà. Donc, ce n'est pas retransmis. Et nous pensons que c'est une obligation de l'État de Côte d'Ivoire de retransmettre en direct les débats sur des questions essentielles qu'on vote au Parlement. Mais bon, ce n'est pas fait. Alors, est-ce qu'il y a une règle qui oblige les députés à aller rendre compte? C'est une valeur démocratique. Le député est le représentant de l'État, des populations. Quand il a fini de voter là, il doit l'expliquer aux gens. C'est pour ça qu'on donne 2,5 millions. Moi, je le fais. Chaque 6 mois, je le fais. Je fais le tour de ma circonscription. Je viens de faire déjà, pour l'année 2024, je viens de faire déjà dans 42 villages déjà. Je viens de le faire. Où j'ai produit les textes qu'on a votés. Où j'ai expliqué la loi sur le foncier rural, le foncier qu'on vient de prendre récemment. Je suis allé déjà expliquer aux chefs. Les chefs ont déjà copié du texte. Moi, je le fais. Bon, les autres collègues, certains le font, d'autres ne le font pas. Donc, c'est une obligation que le député a
d'aller rendre compte au peuple. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens dont le rôle est de l'expliquer aux populations les lois qu'on vote. C'est les députés. C'est pour ça qu'ils ont 2,5 millions par trimestre. Voilà. Donc, il n'y a pas de règle, tu le dis, mais c'est le corollaire de la représentation. Tu représentes le peuple et donc tu dois parler en son nom. Voilà donc, chers amis, les réponses que je pourrais donner à ces questions-là. Merci. Merci beaucoup. Nous allons accompagner par des applaudissements très, très, très